Dimanche, Nicolas Dupont-Aignan organisait son meeting au Cirque d'Hiver pour initier la bataille des élections européennes. L'occasion de montrer sa volonté de rassemblement avec le soutien de nombreux transfuges d'autres partis. Alors que la sortie de l'Union européenne est prévue pour la fin mars 2019, les pourparlers s'enlisent de plus en plus. Certains se plaisent même à rêver d'un nouveau référendum au mépris du choix populaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Nicolas Dupont-Aignan à l'assaut de Bruxelles. Dimanche, pour son grand meeting de rentrée, le président de Debout la France a annoncé prendre la tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. Des élections qu'il souhaite placer sous le signe du rassemblement. Paris gagné et chapiteau bondé pour la rentrée de Debout la France. Dimanche, au Cirque d'Hiver à Paris, le parti souverainiste est parvenu à transformer l'essai. Alors que Laurent Wauquiez des Républicains et Marine Le Pen du Rassemblement national peinent toujours à trouver leur tête de liste, Nicolas Dupont-Aignan a réussi à les prendre de court. L'objectif est clair, être la figure du Rassemblement des patriotes pour affronter le camp mondialiste d'Emmanuel Macron. Nicolas Dupont-Aignan a lancé et a annoncé qu'il serait candidat aux élections européennes et qu'il a lancé sa liste de rassemblement des amoureux de la France. Je pense qu'il y a beaucoup de Français patriotes qui attendent cette démarche de rassemblement et aussi beaucoup d'abstentionnistes, vous savez, tous ceux qui sont dégoûtés de la politique, qui attendent une offre alternative. Et c'est le début de quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen ait une liste. Elle cherche un candidat, elle n'est pas candidate elle-même. Je l'ai soutenue quand elle était candidate. Elle me soutiendra bien quand je suis candidat. Et elle verra l'union avant de voir les intérêts de parti. Et puis, moi, mes bras sont ouverts à la fois aux républicains et aux patriotes qui pensent la même chose sur l'Europe. Marine Le Pen a été claire, elle ne veut pas y aller. Eh ben, qu'elle laisse au moins une personnalité aller à Bruxelles parce qu'il y aura besoin dans cette crise européenne d'un leadership. Et c'est très important au Parlement européen qu'on ait une majorité euro-sceptique, euro-critique, euro-réaliste. C'est ça l'enjeu, c'est de bouleverser le champ européen et en même temps de bouleverser un peu aussi la droite française qui est émiettée avec des intérêts de boutique. J'ai répondu à l'invitation très gentille de Nicolas Dupont-Aignan du coup, pour le congrès de rentrée de Debout la France. En tant que membre des Républicains et partisan justement d'un dialogue entre les différentes droites, moi, ça me semblait évident de venir alors que Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui est le fer de lance justement de cette union. En témoigne son ralliement à Marine Le Pen durant l'entre-deux tours. Je suis du Rassemblement national, mais dans notre association, nous avons des gens de Debout la France, des Républicains et de tous les autres mouvements politiques. C'est vrai que l'initiative de Dupont-Aignan, avec les amoureux de la France, de rassembler Jean-Frédéric Poisson, le couple Ménard, c'est très positif. Et il faut que les autres mouvements s'en inspirent. Et il faut qu'on continue dans cette voie si on veut gagner. Marine Le Pen défend un petit peu ses idées, mais elle est complètement fermée, elle est complètement dans cette idée, dans la logique qui est une logique d'échec depuis des années, la même que celle des Républicains, qui est une logique d'échec, c'est-à-dire on reste entre nous. Maintenant, il est temps de se rassembler, non pas pour se rassembler, mais vraiment pour un projet commun. C'est le but vraiment des amoureux de la France, c'est de savoir ce que le peuple attend des élus de droite. Pendant longtemps, les amoureux de la France, les souverainistes français, on prêchait un peu dans le désert dans le reste de l'Europe. Désormais, on a une coalition de 22 pays et on est la seule force politique française à pouvoir présenter cette coalition. Ça veut dire que quand on votera en France pour une autre politique européenne, on sera capable de la transformer à Bruxelles et à Strasbourg. Et l'image de rassemblement incarnée par l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan revêt une dimension toute particulière dans le cadre de l'échéance électorale de mai prochain. En effet, les futurs députés élus à Bruxelles devront se montrer capables de faire des alliances avec leurs partenaires européens. Vous les connaissez, nos alliés, ce sera les partis de M. Salvini, des Hongrois, des Polonais, des Autrichiens. Et je les vois, je les verrai au cours des prochains mois et nous allons bâtir une majorité. Une majorité qui aura à cœur d'œuvrer pour les peuples. Dans ce cadre, il faudra s'entendre sur les combats communs. Pour moi, la question en fait aujourd'hui n'est pas d'être pour ou contre l'Europe. La question c'est d'être pour ou contre l'immigration, pour ou contre l'Europe des juges avec la CEDH ou pour ou contre le multiculturalisme. À ce niveau-là, j'ai entendu durant toute la matinée des points qui moi me font plaisir, c'est-à-dire par exemple sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, être capable d'assumer réellement des alliances avec Viktor Orban, ce que justement mon parti républicain malheureusement n'a pas su assumer. On l'a vu la semaine dernière lorsqu'ils ont voté les sanctions contre Viktor Orban, et d'être capable aussi d'avoir une position mesurée mais en même temps très ferme sur l'immigration. Donc de plaider justement pour un rétablissement des frontières nationales et pas seulement se contenter de renforcer Frontex. Arrêter la submersion migratoire,
rendre l'argent que nous donnons inutilement à Bruxelles aux Français, notamment aux retraités, contrôler nos frontières bien sûr, et puis bâtir des projets de coopération européens, parce qu'il faut peser dans le monde. Voilà. On change complètement l'organisation de l'Europe. Et puis ce programme solide, on va le développer au cours des prochains mois, et il y aura ensuite des ralliements. Les députés patriotes que nous allons envoyer, et les députés Debout la France, auront une mission très simple. Radicalement transformer l'Union européenne. Ça va passer par la dénonciation des traités, pour être très concret, et la renégociation des traités dans un rapport de force avec nos partenaires européens. Les députés Debout la France auront cette mission de redonner en fait un souffle nouveau à l'Europe, revenir à la belle idée européenne de coopération entre les nations. La priorité, c'est de reprendre le pouvoir de contrôle de notre destin. Ça passe par notre système économique, ça passe par notre industrie, ça passe par la lutte contre la guerre économique mondiale que nous livrent les grandes puissances comme les États-Unis, y compris comme l'Allemagne, hélas, dans l'Union européenne. Voilà, redevenir nous-mêmes, maîtriser notre système bancaire, maîtriser notre politique monétaire, diminuer la montagne de dettes que la France trimballe. Et voilà, et puis aussi retrouver nos valeurs, les valeurs de famille, de vie, et puis notre culture et notre identité nationale de Français. Les défis ne manquent donc pas pour la prochaine mandature européenne, mais avant cela, il reste encore une lourde tâche à Nicolas Dupont-Aignan, s'imposer comme l'homme du rassemblement. La Manif pour tous a fait sa rentrée. L'université du mouvement Pro-Famille s'est donc déroulée samedi et dimanche en région parisienne. Au programme, un plan d'attaque pour faire plier le gouvernement sur la PMA. Olivier Frère-Jacques. On prend les mêmes et on recommence. La présidente de la Manif pour tous, Ludovine Delarochère, et le vice-président de l'organisation, Albéric Dumont, étaient bien présents pour la rentrée du mouvement Pro-Famille à Étiolles, dans l'Essonne. Une rentrée qui est déjà la 6e. Donc la Manif pour tous organise donc ce week-end sa 6e université d'été. Donc la 7e saison du mouvement s'ouvre ce week-end. D'abord cantonné à des mobilisations de rue, le mouvement Pro-Famille s'inscrit à présent dans une démarche de formation. Vous savez, nous organisons un certain nombre d'événements, la Manif pour tous. Beaucoup, effectivement, au début, étaient des mobilisations, manifestations, rassemblements, etc. Et puis nous avons souhaité quand même, quand l'actualité nous l'a permis, développer davantage de formation avec des cycles de conférences, d'échanges, de consultations et cette université d'été qui est quand même notre rendez-vous annuel de rentrée pour nous permettre d'annoncer un peu le programme de l'année. Au programme donc, de nombreux intervenants et la feuille de route militante pour l'année à venir. Parmi les personnalités présentes, l'essayiste Yvan Rioufol, Jean-Marie Andrès, président des AFC, les associations familiales catholiques, mais aussi la journaliste Charlotte Dornella. Pour cette dernière, nous sommes à la fin d'une époque. De vouloir changer d'époque, or là, on arrive au bout d'une époque qui a commencé il y a 200 ans philosophiquement, à savoir l'émancipation de l'individu, c'est les Lumières. Donc ils ont les fruits, et d'ailleurs Vincent Payon nous l'avait dit, la révolution n'est pas terminée. Ils ont mis 200 ans, donc continuez, patiemment, et ne laissez rien, voilà. La fin d'un cycle qui arrive pas à pas, mais qui n'empêche pas la Manif pour tous de se mobiliser dès maintenant, avec notamment une première manifestation mardi 25 septembre à Paris devant le Comité consultatif national d'éthique pour protester contre l'avis plus que probable de cette autorité administrative indépendante en faveur de la PMA. Pas étonnant quand on sait que la majorité des membres de cet organe sont nommés par des personnalités de l'exécutif. Après le temps des grandes manifestations, le mouvement Pro-Famille entend aussi peser directement dans le monde politique. Nous savons tous, ainsi très précisément, ce que les Français pensent et attendent de la révision de la loi de bioéthique. Il faut donc que les responsables politiques entendent ce qu'expriment les Français. Faire valoir auprès des élus ce que pensent les Français, et pour cela, il s'agira de mettre la pression via l'opinion. Pour y réussir, des dizaines de milliers de tracts ont déjà été imprimés et des mails de relance auprès de 400 000 sympathisants ont été envoyés. Ajoutez à cela une campagne d'affichage prévue à travers toute la France et vous aurez peut-être le retour de la mobilisation massive. Des mobilisations qui pourraient payer tant le gouvernement ne peut aujourd'hui pas se permettre de nouvelles fractures. Reste que pour en arriver là, le chemin est encore très long. Il faudra surtout parvenir à faire ressortir des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et ça, ce n'est pas gagné.
Le Brexit, toujours dans l'impasse, alors que le plan de Theresa May a été définitivement enterré lors du sommet de Salzbourg la semaine dernière. Le Labour de Jeremy Corbyn est désormais en embuscade. Theresa May croule sous les oppositions. Quelques jours après le revers de son plan pour sortir de l'Union européenne, dit plan de Shakers, le Premier ministre britannique doit revoir une nouvelle fois sa copie. Le dernier sommet européen à Salzbourg, le 20 septembre dernier, a en effet refusé les propositions de May, considérant que la Grande-Bretagne, une fois son Brexit consommé, ne pourrait plus commercer librement avec la zone UE. À croire que la dirigeante britannique va devoir elle-même rédiger un plan de rupture nette avec Bruxelles. En effet, jusqu'ici, la dirigeante du Parti conservateur a toujours essayé de limiter l'impact du Brexit en esquissant de nouveaux partenariats économiques avec les acteurs européens. C'est d'ailleurs les reproches qui lui sont faits, y compris dans son propre camp. On se rappelle ainsi qu'au début de l'été, Theresa May avait dû se résoudre à voir partir son ministre du Brexit, David Davis, ainsi que l'ancien maire de Londres, Boris Johnson. Après avoir virulemment claqué la porte du gouvernement, ce dernier avait d'ailleurs commencé à placer ses billes pour récupérer le 10 Downing Street. De quoi donner une idée à Jeremy Corbyn, en effet. Alors que le Parti travailliste se réunit en congrès jusqu'à mercredi, le patron du Labour est aussi en embuscade. Et face aux négociations du Brexit qui patinent, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un nouveau référendum. Une position qu'aucun dirigeant politique n'ose endosser encore publiquement, même si Corbyn pourrait bien se laisser tenter. En effet, de récents sondages estiment que 86% des sympathisants de gauche en Grande-Bretagne seraient favorables à une nouvelle consultation populaire et 93% d'entre eux voteraient dans ce cas pour rester dans l'UE. Des chiffres tellement tranchés que l'on pourrait même s'interroger sur l'honnêteté de l'étude. Et dans ce cas-là, la figure du Labour pourrait se réfugier vers un nouvel appel à la souveraineté populaire, une position qui laisserait le choix à chacun de mettre ce qu'il veut derrière. Branle-bas de combat à l'ONU pendant une semaine. Depuis ce lundi matin, 133 dirigeants mondiaux sont rassemblés à New York à l'occasion de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Une réunion sous haute tension où Donald Trump va régner en maître. Thibaut Bastide. Crise économique, multilatéralisme en panne et retour du One Planet Summit. La 73e Assemblée générale des Nations Unies s'annonce chargée. À cette occasion, 84 présidents, 44 ministres et 4 vice-présidents sont réunis à New York. Un record de participation dans un contexte international tendu. D'ailleurs, certains grands acteurs mondiaux, comme le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping, ont décidé de décliner l'invitation. Ainsi, l'Assemblée générale n'a pas débuté sous les meilleurs auspices au moment où les taxes américaines sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises sont entrées en vigueur. Ironie du sort, Donald Trump sera l'un des premiers à s'exprimer à la tribune et le ton devrait être une nouvelle fois à la défiance vis-à-vis du nucléaire iranien et du multilatéralisme. Le président français Emmanuel Macron s'entretiendra dès sa descente d'avion avec le locataire de la Maison-Blanche. Un entretien au cours duquel le locataire de l'Élysée devrait endosser le rôle d'avocat des intérêts européens pour tenter de convaincre son homologue de continuer à jouer le jeu du commerce international. Pas une mince affaire alors que Donald Trump semble déterminé à poursuivre une politique économique de plus en plus agressive. En l'absence des présidents russes et chinois, Emmanuel Macron se verrait bien enfiler la cape de meilleur opposant au troublion milliardaire, pas gagné. En ce sens, il privilégiera les rencontres thématiques avant la seconde édition du One Planet Summit pour mobiliser dirigeants et acteurs non étatiques contre le réchauffement climatique. Une référence évidente à la première édition parisienne qui s'était présentée comme une réponse à la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron pourra également compter sur son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour contester la politique américaine. Ce dernier enchaînera les réunions en lien avec plusieurs institutions ayant subi les foudres de l'administration Trump. Si le locataire de l'Élysée espère briller à l'ONU pour asseoir son leadership à l'échelle mondiale, il pourra néanmoins se heurter à quelques disgrâces, notamment face au président iranien Hassan Rouhani, avec qui le dialogue s'est compliqué depuis que l'Élysée a refusé de nommer un nouvel ambassadeur à Téhéran. Ainsi, les ennemis de Donald Trump ne seront pas forcément les amis d'Emmanuel Macron et les discours sur la défense du multilatéralisme apparaissent bien peu efficaces face à la machine Trump, surtout sans envisager un rapprochement avec la Russie, la Chine ou l'Inde. Et partons avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref.
Medine ne fera pas le Bataclan. Vendredi, le rappeur et la salle de spectacle endeuillés par les attentats du 13 novembre 2015 ont annoncé l'annulation des 2 concerts initialement prévus les 19 et 20 octobre prochains. Dans un communiqué, Medine justifie cette décision par respect pour les familles de victimes. Les relations du chanteur avec des milieux musulmans très pratiquants avaient été mises en cause par certaines familles de victimes abattues par des terroristes au Bataclan. Ces textes avaient également été perçus comme un appel à la haine et à la violence. Première fête du drapeau pour le Rassemblement national. L'événement s'est tenu dimanche à Mantes-la-Ville, seule commune tenue par le parti en région parisienne. À cette occasion, Marine Le Pen s'est exprimée sur sa mise en examen, la saisie par la justice de 2 millions d'euros de dotation publique et de son expertise psychiatrique. On le voit, il y a un abus juridique manifeste qui nous fait sortir de l'état de droit. Nous attendons la décision du 26 septembre avec confiance, car le droit est de notre côté. La dernière trouvaille en date, c'est d'ordonner à mon encontre une expertise psychiatrique. Jeff Koons, victime de Balance ton porc, pas du mouvement féministe, mais d'un vrai cochon. Un directeur de création de publicité, Franck Davidovici, estime qu'une œuvre en porcelaine de 1988 de l'artiste américain est une contrefaçon d'une de ses créations pour la marque Naf Naf. Le visuel de cette campagne publicitaire mettait en scène une jeune femme brune aux cheveux courts, avec un cochon penchant au-dessus d'elle, comme l'œuvre de Jeff Koons parue 3 ans plus tard. Le directeur de création demande au tribunal de grande instance de Paris de prononcer la confiscation de cette sculpture et près de 300 000 € de dommages et intérêts. Une marque française à la solde d'un géant américain, le groupe Coca-Cola a racheté Tropico, célèbre pour sa boisson aux fruits. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais c'est la première fois que le géant américain rachète une marque française. Avec l'acquisition de Tropico, Coca-Cola diversifie son offre alors que les boissons gazeuses sucrées souffrent des campagnes gouvernementales contre les sodas et l'obésité. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, vous pouvez retrouver Politique Éco. Olivier Pichon et le professeur Yves-Marie Adeline évoquent l'ICEP de Marion Maréchal et la ligne de fracture entre européistes et populistes. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. L'autre jour, j'ai surpris une conversation au bar dont les enseignements vont quand même assez loin. Vous allez voir, ça concernait les jeux d'enfants aux couleurs immondes que la mairie a cru bon d'installer non loin de la salle des fêtes. Vous savez, le genre mini toboggan mauve, un plateau monté sur un ressort, les 3 anneaux rouges et bleus que les enfants doivent enjamber, le tout sur un tapis orange, sécurité brevetée tamponnée, ignifugée. Alors il y avait, paraît-il, des déprédations sur tout ce matériel et l'une des femmes qui parlait connaissait la famille coupable. Elle disait « mais c'est pas dur, hein, j'y vais avec mon fils, là tu peux être sûr que l'autre se pointe immédiatement avec le sien et dès qu'on a le dos tourné, il commence à mettre de la colle sur le siège. Je vais cacher une mini-caméra dans l'arbre, tu vas voir. » Alors, bon, certes, la famille des déprédateurs en question était connue, en effet, pour essayer de nuire à tout le monde. Il y a des gens comme ça, hein. Le fils avait à peine 6 ans, mais il commençait très fort. Mais vous allez me dire, et je me suis dit, est-ce une raison pour commencer à filmer les gens à leur insu? Et n'y a-t-il pas là-dedans comme une dérive générale? Eh bien, c'est la question du jour, alimentée par une autre histoire que tout le monde connaît, celle de cette fille qui filme son agresseur un jour au café. Le type tient des propos outrageants, elle lui dit ta gueule, il la gifle, elle prend tout le monde à témoin sur Internet en mettant la bande à la disposition des curieux, et paf, notoriété quasi mondiale. Dans ces cas-là, ça va extrêmement vite. On peut même dire que ça va trop vite.
Alors, comment allez-vous me dire, vous ne jugez pas légitime le fait de réagir devant ces salopards, etc. Mais si, mais là-dedans, quelque chose me gêne quand même, et vous aussi, j'espère, dans la démesure de la notoriété qu'on conquiert avant 24 heures parce qu'on a filmé un type violent et grossier. La fille en question se retrouve sur toutes les radios, les chaînes du câble, elle fonde une association, elle participe à des débats, c'est tout juste qu'on n'édite pas un t-shirt à son effigie. Et là, vous vous dites quand même, cette soudaine irruption de la célébrité dans la morale ordinaire n'est pas neutre, est assez gênante. Est-ce que le fait de voir combien la vie d'une pauvre fille maltraitée a changé du jour au lendemain grâce à l'émoi général ne va pas donner des idées à toutes sortes de gens qui vont laisser traîner eux aussi leur téléphone au moment où ils sont victimes d'une grossièreté, d'une menace, d'une injustice? Et est-ce que la dernière étape de ce genre de dérive n'est pas de provoquer insidieusement, provoquer soi-même, je veux dire, la situation de crise comme la mère de famille du jardin d'enfants de Campagnol afin d'avoir la peau de son adversaire en passant par l'opinion générale? Eh bien, la réponse à cette question est si, évidemment. Vous sentez bien que le risque est très grand. Vous voyez bien qu'on est en plein dedans, avec l'irruption des téléphones qui filment tout le temps, de mieux en mieux, avec la sanctification par les télévisions du témoignage pris sur le vif, avec la monétisation, comme ils disent, du succès d'une bande vidéo de ce genre, qui, si elle est vue par 3 millions de gens, finit par rapporter de l'argent à son propriétaire, avec le livre ou l'article exclusif qu'on peut en tirer, tout ça ne sent pas bon. Alors on va me dire, oui, mais vous voyez le mal partout. Mais justement, dans cette histoire, le mal est partout. Il est évidemment du côté de l'agresseur, mais il est aussi du côté de la victime si elle tire parti de ce qui lui est arrivé, jusqu'à donner envie aux autres de provoquer le même genre d'incident pour le filmer. Et là encore, il n'est question que d'argent, mais si on parle de notoriété, on voit bien l'avantage que peuvent tirer de cette omniprésence des caméras, les partis politiques par exemple, les vedettes de la vie publique. On va bientôt voir naître, si ce n'est pas déjà fait, des agences de com un peu particulières qui se donneront pour mission de faire semblant de voler des propos d'un homme politique à une tribune lors d'un match de foot, propos relatifs à une affaire en cours ou à un adversaire ou à quoi que ce soit qu'il veut faire passer en douce pour une déclaration off. Le président de la République, par exemple, se fait déjà trop visiblement arracher des enregistrements qu'on appelle téléphonés ou volés. Cette méthode est au cœur de sa communication. Sa parole se répand comme ça par les interstices entre deux communications officielles. Donc tout le système est atteint, de la mère de famille de Campagnol au palais de l'Élysée. On commence à vivre le règne des stratagèmes faits pour abuser autrui. C'est pas seulement malsain, c'est l'enfer en fait. Imaginez chez vos voisins le même comportement que celui de l'animateur à la Hardisson qui vous dit sur un plateau, mais finalement vous trouvez qu'il y a des excuses au racisme, non? Et qui laisse un micro allumé, et vous aurez une idée du monde de demain, de celui qui nous attend. Imaginez que la caméra de votre téléphone, par exemple, ne soit plus bientôt un œilleton sur la face arrière de l'appareil, mais un bouton de votre veste. Et vous serez de plein pied avec le monde de demain. Quand on vous dit que c'était mieux avant, on n'a pas forcément tort. Et si vous faites passer, vous n'avez pas forcément tort non plus.